Bienvenue au comptoir Octo et Octo Académie de ce jeudi 10 novembre sur la thématique « La data au cœur des enjeux de compétitivité ». Je me présente, Stéphanie Marchal. J'ai le plaisir de piloter notre organisme de formation client, Octo Académie. Ce matin, nous sommes réunis pour environ 45 minutes, dont 30 minutes de présentation et 15 minutes d'échange. C'est pourquoi je vous invite à faire bon usage de l'espace chat au sein duquel vous pouvez nous partager vos questions et je vous remercie de conserver votre micro coupé le temps de la présentation. Si ça vous convient, je vous propose de démarrer afin de ne pas perdre un instant. En effet, si les métiers comme data analyst et data scientist peuvent paraître très confus, voire pareil pour les non-initiés au big data, en fait, les enjeux et les technologies du big data ne sont pas aussi simples à envisager. Pourtant, elles font partie de notre vie de tous les jours. Pour tous les candidats qui débutent leur carrière, mais aussi pour ceux qui souhaitent se reconvertir, avoir des compétences en data est devenu vraiment essentiel. Depuis 2019, les organisations privées comme publiques recherchent de plus en plus de personnes qui ont des compétences spécialisées et des compétences relationnelles. Plus important encore, le raisonnement analytique occupe désormais la 3e place des connaissances spécialisées. C'est pourquoi, pour aborder ce sujet, j'ai invité mon collègue Guillaume Rosier, un expert passionné et engagé qui a rejoint Octo il y a plus de 2 ans. Data scientist, formateur, speaker et fondateur de Covid Tracker et Vitmados, Guillaume vous propose une immersion dans l'univers de la data science pour mieux en comprendre les métiers, les compétences, mais également la culture qui gravite autour. Guillaume, je te passe le micro. Merci beaucoup Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi aujourd'hui d'avoir l'opportunité de vous faire cette conférence sur la data au cœur des enjeux de compétitivité, comme tu l'as dit Stéphanie. Avant de commencer, donc comme l'a dit Stéphanie, ça va durer environ 30 minutes et à la fin, il y aura un moment d'échange. Donc, n'hésitez vraiment pas de noter vos questions, de les envoyer dans le chat. Ça sera un grand plaisir pour nous d'y répondre. Avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Guillaume Rosier. Je suis consultant data scientist chez Octo Technologies. Mon métier consiste à travailler pour divers clients. Octo a des clients de taille différentes, des grosses entreprises, des entreprises moins grosses ou des administrations publiques. Et donc, j'ai travaillé au cours de ces 2 dernières années pour différents clients sur les sujets de la data, à la fois de la data ingénierie, le data engineering, donc comment on traite des données, comment on stocke des données, et aussi sur la partie data science, donc quels algorithmes on applique à ces données pour les mettre en lumière, pour effectuer des prédictions ou des classifications, par exemple. Si vous me connaissez, c'est peut-être aussi parce que je suis fondateur de 2 plateformes qui ont été popularisées ces 2 dernières années en France. La première, c'est Covid Tracker, qui permet de suivre l'épidémie de Covid en France. Et la deuxième, c'est Vitmados, qui a permis à un certain nombre de Français de trouver une dose de vaccination Covid plus rapidement et plus facilement. Alors, quel est mon parcours rapidement? Qu'est-ce que j'ai fait avant ces 2 années chez Octo Technologies? Avant, je réalisais mes études. J'ai fait un cycle ingénieur, donc une classe préparatoire aux grandes écoles suivie d'une école d'ingénieurs qui s'appelle Télécom Nancy, qui fait partie du réseau Institut Mines Télécom. Et donc, lors de cette formation, c'est là que j'ai appris l'informatique, l'algorithmie, vraiment les bases de l'informatique et des maths appliquées et des différents langages qu'on utilise en informatique. À ce moment-là, pourquoi j'ai eu envie de faire de la data? À ce moment-là, je ne savais pas que je voulais faire de la data, que je voulais me spécialiser dans la data, mais j'ai pris conscience en première année du cycle ingénieur de l'importance des données. J'ai pris conscience que chaque entreprise, de la boulangerie du coin à l'industrie, collecte des données, parfois malgré elles. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte que ces données étaient finalement sous-exploitées, qu'elles n'étaient pas souvent utilisées et qu'on pouvait prendre des décisions très importantes à partir de ces données ou alors trouver des use cases qui pouvaient avoir du sens. En parallèle de cette école d'ingénieur, j'ai fait aussi une école de commerce pour compléter mon cursus. Aujourd'hui, j'aimerais aborder 3 points avec vous. D'abord, dans une première partie, je vais vous parler des outils que j'ai développés, qui sont des outils data-driven, c'est-à-dire orientés données, qui réutilisent des données. Là, je vais parler de Covid Tracker et Vitmados. Et on va voir que ce n'est pas si compliqué de donner de la valeur à la data.
Dans une deuxième partie, on verra la data et notamment le big data. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ses enjeux et comment passer finalement du tas de cailloux à la mine d'or? Et dans une troisième partie, on verra le panorama des différentes compétences et des différents métiers de la data et on va voir que ça touche finalement à tous les collaborateurs. Qu'est-ce que Covid Tracker? Covid Tracker, c'est la première plateforme que j'ai créée il y a 2 ans et demi, au début de l'épidémie de Covid. Aujourd'hui, c'est un site, une plateforme qui permet de comprendre l'évolution de l'épidémie en France et dans le monde. Elle est donc constituée de différents tableaux de bord, de différents outils, mais aussi des articles, newsletters et bots Twitter qui permettent donc à chaque Français de suivre un certain nombre d'indicateurs épidémiques, sanitaires, hospitaliers autour du Covid-19. L'objectif, c'est de vulgariser ces indicateurs qui peuvent être complexes pour que chacun puisse les comprendre et pas uniquement des professionnels de la santé. Donc, de les vulgariser et de faire en sorte que chacun puisse bien comprendre l'évolution de l'épidémie d'une manière à pouvoir prendre des décisions en responsabilité, de manière à pouvoir mieux lutter contre l'épidémie et en finir plus vite. Alors, Covid Tracker, c'est un site qui n'avait pas d'ambition initialement. On le verra juste après. Je vais vous raconter rapidement comment est-ce qu'on l'a développé, comment on a eu l'idée, mais qui a atteint des statistiques de consultation assez impressionnantes, qui nous ont nous-mêmes impressionnés, avec environ 10 millions d'utilisateurs distincts en 2021 par mois. En ce moment, j'ai regardé, c'est entre 1 et 2 millions toujours chaque mois, avec des records aussi, comme par exemple 8 millions de pages vues en 4 jours et des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Comment Covid Tracker est né? Quelle est son histoire? Finalement, ça a commencé assez tôt, fin février 2020, avant même qu'on parle de l'épidémie en France. Ça commençait à prendre de l'ampleur dans certains pays, notamment en Chine et en Italie, mais en France, ça n'était pas du tout le cas. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis demandé, mais en fait, comment évolue l'épidémie en France par rapport à l'Italie, par rapport à la Chine? À l'époque, aucune donnée n'était publiée par l'État. Certaines données étaient collectées, mais aucune n'était publiée. Et donc là, j'ai dû récolter et récupérer ces données à la main et faire des premières analyses, en l'occurrence des premiers graphiques, qui permettent de mettre en lumière ces données et de les comprendre. Ces graphiques, je les ai partagés à quelques-uns de mes amis et de ma famille. Ça les a intéressés. Chaque jour, ils voulaient une mise à jour des graphiques. Je les ai aussi tweetés quelques jours après. Et finalement, ça a commencé à intéresser un certain nombre de personnes. À tel point qu'il y a eu une première médiatisation assez inattendue, alors que les productions étaient encore relativement artisanales. Alors, c'était des médias plutôt locaux ou alors qui ne sont pas mainstream, comme par exemple Society, mais quand même une première médiatisation. Donc, ça m'a poussé à aller plus loin, à faire mieux, à industrialiser et à créer des algorithmes qui vont automatiquement récupérer les données, les traiter, leur faire prendre de la valeur, les raffiner, leur faire prendre de la valeur, les mettre dans leur contexte en faisant par exemple des graphiques, des visualisations de données ou en proposant des outils et à créer un site internet sur lequel chacun va pouvoir consulter ces différents indicateurs. Et donc, c'est comme ça qu'est né Covid Tracker. Alors, le premier jour, ça ne ressemblait pas à ça, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre, mais petit à petit, au fur et à mesure des jours et des semaines, on l'a amélioré en rajoutant des indicateurs, en rajoutant des outils, en rajoutant des graphiques, et donc c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. La deuxième plateforme la plus populaire que j'ai créée, c'est Vitmados. Donc Vitmados, c'est une plateforme qui permet de trouver un rendez-vous de vaccination anti-Covid. C'est finalement des algorithmes qui vont détecter et agréger l'ensemble des créneaux de vaccination disponibles sur les plateformes de réservation. On connaît bien Doctolib, mais ce n'est pas la seule. Il y en a d'autres, comme par exemple Keldoc, Maya, etc. Et là aussi, Vitmados a atteint des chiffres de consultation assez inimaginables pour nous et inattendus, avec environ 20 millions de recherches par semaine en 2021, 3 millions de visiteurs par jour, et en tout, plus de 30 millions de rendez-vous ont été pris en passant par Vitmados. Comme Covid Tracker, je ne l'ai pas dit pour Covid Tracker, mais c'est des plateformes qui sont gratuites, sans pub, qui sont open source. Ça signifie qu'elles sont ouvertes et que chacun peut contribuer. Et elles s'appuient sur de l'open data, donc sur des données qui sont ouvertes, qui sont publiées, en l'occurrence par l'État, par les différentes administrations ou par certains acteurs, comme ici les plateformes de réservation. Guillaume, je suis désolée, je te coupe 2 secondes. Vu que tu es animateur, je pense que tu as la main sur l'admission des gens qui sont en salle d'attente. Si tu peux juste admettre tout le monde comme ça sera parfait. Merci beaucoup. Bien sûr. OK.
Désolée. Hein. Voilà, c'est fait, je pense. Top, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, comment est né Vitmados? Vitmados est né finalement d'une manière assez similaire à Covid Tracker. Donc, je me suis rendu compte fin mars, début avril 2021 que beaucoup de personnes, notamment des personnes âgées à l'époque, voulaient trouver un rendez-vous de vaccination. Et de l'autre côté, il y avait beaucoup de mal, hein, on les voyait à la télé, avoir beaucoup de difficultés à en trouver. Et de l'autre côté, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de rendez-vous étaient disponibles sur les plateformes et n'étaient pas pourvus, n'étaient pas pris. Pour différentes raisons, entre autres parce que les Français ne connaissaient pas forcément toutes les plateformes de réservation, ils ne connaissaient que Doctolib, et aussi parce que le moteur de recherche de Doctolib ne permettait pas à certains moments de trouver ces rendez-vous. Et donc, j'ai décidé de faire un algorithme qui va scanner ces plateformes, qui va interroger ces plateformes en quasi-permanence pour détecter les rendez-vous de vaccination qui sont disponibles et ensuite les agréger au même endroit et faire un site Internet et des applications mobiles qui sont un point d'entrée unique vers ces rendez-vous de vaccination. Donc, j'ai fait un prototype très rapide, en quelques jours, mais qui a commencé à avoir du succès. Et donc, ensuite, j'ai fait un appel à compétences sur Twitter, qui a pris la forme d'un tweet, pour interroger, pour trouver des personnes qui étaient compétentes sur le sujet et m'aider à construire une meilleure solution. Et donc, quelques jours après, on l'a amélioré et c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Vitmados, je vous laisse aller voir si vous ne connaissez pas. Alors, toutes ces plateformes, il y en a eu d'autres aussi un peu moins populaires, m'ont amené à avoir des récompenses, en l'occurrence l'Ordre national du mérite par le président de la République et d'autres, et une discussion par exemple avec le PDG d'Apple. Ça, c'est des choses qui étaient totalement inimaginables. Si je vous montre ça, c'est pour vous dire que finalement, on n'était pas des génies. On le verra juste après. Il y avait des contraintes très fortes. On avait des lacunes aussi et on a réussi à faire des outils assez simples qui mettent en valeur la data, qui mettent en lumière la data et qui permettent aux citoyens de prendre des décisions basées sur ces données. Donc, quelles sont ces contraintes? On a défini 3 grosses contraintes qui s'offraient à nous avant de créer ces différentes plateformes. La première, c'est l'urgence. Il fallait aller vite. On ne pouvait pas se permettre d'attendre 6 mois, 1 an avant de développer ces plateformes. La deuxième, c'est la flexibilité. L'épidémie de Covid a évolué en permanence, la campagne de vaccination aussi, donc il a fallu aller très vite. Et la troisième, c'est des ressources limitées. Moi, je sortais d'école d'ingénieur, donc je n'avais pas d'expérience, c'est-à-dire des ressources en expertise limitées. J'étais en stage de fin d'études, donc ressources temporelles limitées, et a fortiori, ressources financières limitées aussi. Mais finalement, malgré ces 3 grosses contraintes et ces lacunes, on a réussi à faire des plateformes qui ont du sens et qui ont réussi à mettre en lumière la donnée d'une façon relativement simple. Et donc finalement, le message que je veux faire passer ici, c'est que chacun peut tirer profit des data, et même j'irai encore plus loin, chacun doit tirer profit des data. Mais la question, c'est comment? Ce qui nous amène à la deuxième partie, la data et notamment le big data du tas de cailloux à la mine d'or. Avant toute chose, on va définir ce qu'est la data, ce qu'est une donnée. Donc, une donnée, c'est une information stockée ou qui peut être stockée et transmissible dans un système informatique. Donc, c'est une révolution qui vient des géants du web qui ont trouvé des réponses techniques à leurs enjeux business dans les années 2000 et 2010. Le big data a été dû à une explosion de la volumétrie des données et ça a été permis par le stockage des données qui coûte de moins en moins cher et le transfert et le traitement des données qui progressivement a coûté de moins en moins cher au cours des années 2000 et 2010. Et ça a été permis aussi par une prise de conscience globale des enjeux du big data, de ce que peut permettre les data et le big data. Comment on peut définir le big data? Alors, initialement, on peut imaginer que le big data, ce sont des données qui sont volumineuses et que c'est uniquement ça. Alors oui, c'est important, mais c'est un des 3 V, une des 3 composantes du big data. On oublie souvent les 2 autres, mais qui sont très importants. Des données sont volumineuses et sont considérées comme big lorsqu'elles sont aussi variées. Donc, il y a la notion de variété, à la fois sur la forme et le fond. On peut avoir des données qui sont plus ou moins structurées, par exemple, dans des types différents, donc des données qui sont très hétérogènes.
volumineuses hétérogènes, et il y a aussi la notion de vitesse. Elles doivent être générées de façon volumineuse sur un temps très court, et ensuite, on doit pouvoir les traiter, ça c'est les enjeux, d'une manière rapide et fluide. Ça, c'est la définition du big data. Mais finalement, on ne tire profit du big data et on met en lumière, on tire de la valeur de ces lumières que si on rajoute 2 éléments qui sont très importants. Le premier, c'est la véracité. Ça signifie que les données doivent être vraies. Et donc, ça engendre des traitements, puisque la donnée brute peut comporter des erreurs, des valeurs manquantes, peut avoir des problèmes de véracité. Et donc, ça nécessite des traitements pour la nettoyer, l'enrichir et lui permettre d'obtenir cette véracité. Et la deuxième chose qu'on peut oublier aussi, c'est la valeur. Il est important d'avoir une donnée qui a de la valeur. Et donc, de ne stocker que les données qui ont de la valeur. Je prends un exemple tout simple. Si on collecte, par exemple, l'heure, chaque microseconde, on stocke l'heure actuelle chaque microseconde. C'est une donnée volumineuse, puisque chaque microseconde, on va stocker une nouvelle donnée. Donc, on va avoir un flux de données important. On a la notion de vitesse et de volume. Mais par contre, c'est une donnée qui a une certaine véracité. Elle est vraie. On a historisé l'heure, finalement. Mais quelle est sa valeur? Cette donnée n'a pas de valeur, puisqu'on ne va pas pouvoir l'utiliser facilement. C'est une donnée qui est connue par tout le monde, qui est définie par des lois. Donc, elle n'a pas de valeur. Il n'est pas nécessaire de la stocker et de la traiter. Je vais faire entrer les personnes dans la salle d'attente. Hop, voilà. Donc, une organisation ne tire pleinement profit du big data que si elle donne une véracité et de la valeur à la donnée. Et donc, ça nous amène à l'importance d'une bonne exploitation des données. Finalement, la question est comment on passe d'un tas de cailloux à droite, qui représente une masse de données non exploitées, comment on passe de ce tas de cailloux à une mine d'or à gauche. Donc, comment donner de la valeur à toutes ces données, comment miner l'or parmi toutes ces données et comment transformer des cailloux en or. Il y a une pyramide qui est assez populaire dans le domaine de la data, qui s'appelle la pyramide DIKW, Data Information Knowledge Wisdom, et donc qui montre les différentes étapes pour vraiment trouver de la valeur et prendre des décisions à partir des données. Donc, initialement, on est tout en bas. On collecte des données qui sont des données brutes. Des données brutes qui peuvent avoir des problèmes, comme on l'a vu précédemment, notamment de véracité, donc qui ne sont pas forcément des données propres, pas forcément des données qualitatives, mais qui sont en tout cas des données massives. Ensuite, pour commencer à tirer de la valeur de ces données, on va les traiter, on va les structurer et les modéliser, les ranger, les nettoyer par exemple. Ça peut être aussi de l'enrichissement de données. Et donc, ça va nous permettre d'obtenir de l'information à partir de ces données. Mais cette information est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il va falloir ensuite contextualiser cette information pour essayer de la comprendre. Et donc, la contextualisation de l'information peut passer, un des outils les plus populaires, c'est la visualisation de données, les graphiques, mais ça peut être d'autres outils d'analyse de données. À partir de cette information, on va obtenir de la connaissance. Là, on commence à avoir de la compréhension de la donnée, on commence à mettre en lumière la donnée. Mais finalement, on tire profit complètement de la donnée que si on arrive à tirer de la valeur de cette connaissance, c'est-à-dire à communiquer et à prendre des décisions stratégiques à partir de ces connaissances. Et ça, c'est le rôle de la business intelligence et qui va permettre de définir finalement les leviers d'action qu'on va pouvoir actionner suite à ces connaissances. Et donc là, on peut voir que ces 3 étapes, le passage de la donnée à l'information, puis à la connaissance, puis à l'intelligence, sont nécessaires pour vraiment tirer profit pleinement de la donnée. Alors, comment faire briller les données? Aujourd'hui, on distingue 2 cas d'utilisation différents de la donnée. Il y a en vérité un 3e cas d'utilisation qu'on n'a pas le temps de développer aujourd'hui. Je sais que des formations de Octo Academy permettent d'exploiter ça. Le 3e pilier, c'est, si vous avez entendu parler de data mesh, c'est de ça dont je parlais. Mais donc, les 2 piliers historiques et les plus populaires sont les suivants. D'un côté, le produit data. Ça consiste à dire, est-ce que la proposition de valeur du produit repose sur de la data? Est-ce que la data est au cœur du produit ou de la fonctionnalité? Si oui, alors c'est un produit data. Exemple, un algorithme de recommandation de films ou de séries ou de musique ne peut pas fonctionner sans data. La data est collectée pour faire fonctionner cette fonctionnalité. Donc, c'est un produit data. Autre exemple, un tableau de bord.
Autre exemple, un algorithme qui va détecter des pannes automatiquement sur une chaîne de production. Tout ça, ce sont des produits data. On collecte la donnée pour réaliser ce produit. Je vais faire entrer les personnes. Hop. Donc, deuxième exemple de réutilisation de données. La data est-elle exploitée pour améliorer un produit ou améliorer une organisation, c'est-à-dire pour prendre des décisions? Si oui, on est alors dans une organisation qu'on appelle data-driven, donc orientée, pilotée par la donnée, orientée donnée. Donc, les données sont disponibles, les données qui sont disponibles, qui sont collectées par d'autres biais, sont analysées, sont réutilisées, sont mises en lumière et servent à prendre des décisions. Elles permettent par exemple de comprendre les utilisateurs ou d'analyser leur comportement. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est par exemple Covid Tracker que j'ai développé précédemment, dans une partie précédente. Donc, on va voir ces deux différents produits data. Donc, le premier, on a dit que c'était le produit data. La donnée est au cœur du produit. Donc, la donnée est volontairement collectée dans un but précis. La donnée est considérée comme le produit, mais il est souvent nécessaire, même j'ai envie de dire tout le temps nécessaire, de l'exploiter pour la rendre utile, c'est-à-dire de la traiter, de l'exposer, d'y appliquer des algorithmes, etc. La donnée brute ne suffit pas. Un exemple très concret que j'ai mis à droite, les véhicules autonomes, pour ne pas les nommer Tesla. Donc, les véhicules sont équipés de 8 caméras visibles. Donc, c'est des caméras tout à fait classiques, comme on a dans nos smartphones, par exemple, qui vont collecter des images, un flux vidéo en permanence. Et à partir de ce flux vidéo, la voiture va prendre des décisions pour savoir s'il faut accélérer, freiner, tourner à droite, tourner à gauche, etc. Et donc, pour ça, ça nécessite toute une chaîne de traitement de la donnée, de la production jusqu'à la décision prise à la fin. Donc, d'abord, les images sont produites, évidemment. Elles sont transférées. Donc, ça nécessite de l'ingénierie de data pour savoir comment on transfère l'image, comment on la stocke, comment on la gère, comment on gère ce flux. Ensuite, des algorithmes de science de la donnée, de data science, sont appliqués pour essayer de détecter des éléments sur l'image, comme les voitures, les routes, les obstacles, etc. Et puis, finalement, des actions vont être prises à partir des décisions vont être prises à partir de ce traitement de données et des obstacles qui sont détectés. Donc ça, c'est un exemple de produit qui n'existerait pas sans la data. Cette fonctionnalité de voiture autonome ne pourrait pas fonctionner sans la data. La data est collectée dans ce but précis. D'autres exemples, 3 autres exemples, on peut trouver des milliers d'exemples, évidemment. Ce sont des use cases qui ont explosé, notamment ces 10-15 dernières années, dans les années 2010 et 2020. Des exemples qu'on utilise tous les jours, comme par exemple les casques, avec des algorithmes de réduction anti-bruit, qui sont donc des algorithmes de data science évolués, qui utilisent de la data pour réduire le bruit entendu. De la détection de pathologies sur de l'imagerie médicale, via des algorithmes, par exemple, de machine learning, qui vont détecter avant même l'œil humain ces différentes pathologies. Ou enfin, la détection de défauts sur des chaînes de production, comme par exemple des bulles dans des pots de crème, ou des malformations sur des pièces usinées. Donc finalement, on le voit là avec le use case sur le médical, la data est extrêmement utile. Les produits data sont très utiles et peuvent même, on peut le dire, sauver des vies. Donc ça, c'était le premier pilier, le produit data. Hop, je vais mettre les gens qui sont en salle d'attente. Donc le deuxième pilier, ce sont, on l'a dit, les organisations data-driven, c'est-à-dire les organisations qui utilisent la data collectée pour d'autres raisons pour prendre des décisions. Donc, les datas sont parfois collectées pour des besoins opérationnels. Par exemple, un service de vente en ligne va collecter des données sur les commandes, les utilisateurs, etc. Et ces datas ne sont pas réutilisées, souvent, outre mesure. Mais elles représentent une immense opportunité qui est cachée. Elles permettent des prises de décision stratégiques et aussi une gestion opérationnelle. Mais il est nécessaire de les trouver, de les agréger, de les transformer, ces données, pour leur donner réellement du sens. Pour ça, il peut être utile de construire une plateforme data qui permet de collecter ces données à visée analytique. Donc, ce sont des données qui sont agrégées, qui ne sont pas individuelles. Et ça permet 2 choses, avec 2 stratégies différentes, mais qui sont complémentaires. La première, c'est une stratégie top-down. Donc, ça permet, la construction de cette plateforme data et la réutilisation des données permet de donner de la visibilité à la direction d'une organisation. Et donc, ça lui permet de prendre des décisions stratégiques qui sont basées sur ces données. Et donc, tout ça va nécessiter toute la chaîne de données que j'ai exprimée précédemment. Ça permet aussi une stratégie bottom-up qui est complémentaire, qui permet à chacun des collaborateurs d'accéder à ces données internes et de prendre des décisions qui sont cette fois-ci opérationnelles et non pas stratégiques.
Et ça peut aussi faire émerger des use cases pour l'utilisateur final ou pour le client. Donc, le pilotage data-driven, grâce à la construction d'une plateforme data, ça permet d'observer, de suivre, de piloter le domaine de l'entreprise, d'apporter une réponse stratégique aux besoins d'investigation sur la donnée. Pour ça, il est nécessaire de s'alimenter en continu de données fraîches et qui ont une certaine véracité, qui représentent l'état du système d'information. Et donc, ça permet une autonomie des différentes directions métiers dans l'expérimentation de nouveaux cas d'usage. Donc, finalement, une plateforme data, c'est un lieu dans une entreprise ou une organisation qui permet à un utilisateur de construire une réponse face à une question qu'il se pose. Quelques autres use cases de cette réutilisation de la data qui sont un peu différentes. Dans l'aviation, l'utilisation de certains capteurs de vol permet d'anticiper une surchauffe des freins à l'atterrissage et c'est un incident qui peut intervenir assez régulièrement, donc il est important de le prévenir. Et donc là, on utilise des données qui ne sont pas collectées dans cet objectif-là. Elles sont collectées pour d'autres raisons, notamment pour des raisons réglementaires, pour la boîte noire. Et donc, il est possible finalement de réutiliser ces données pour trouver des use cases utiles. Les services de livraison, si vous avez déjà commandé, par exemple, de la nourriture ou autre, vous avez pu voir une estimation de l'heure de livraison qui est assez précise. Et donc ça a été permis grâce à la collecte de données qui n'avait pas cette visée-là initialement. La météorologie aussi, on collecte certains indicateurs comme par exemple la température, l'hygrométrie, etc. depuis des dizaines d'années, même plus d'un siècle. Et finalement, ces données-là ont été réutilisées, sont réutilisées désormais pour réaliser des prévisions, des prédictions de ces indicateurs grâce à des modèles statistiques. Donc, dans cette deuxième partie, on a vu comment réutiliser les données, comment les mettre en lumière et qu'est-ce qu'était le big data. Désormais, on va voir quels sont le panorama des différentes compétences et des différents métiers qui sont nécessaires pour mettre en lumière ces données. Et on va voir aussi que chaque collaborateur est impliqué dans ce traitement de données. Donc, on a vu précédemment, finalement, les 3 grandes étapes de la donnée. C'est la collecte. Il est nécessaire de collecter les données. Ensuite, c'est le nettoyage, le traitement des données et la structuration de ces données-là. Et finalement, c'est le fait de délivrer de la valeur à partir de ces données-là. Et donc, il y a des métiers qui permettent de réaliser chacune de ces étapes en data. Voici les 3 grands métiers de la data. Le premier, c'est le data engineering, l'ingénierie de la donnée, donc qui est garant de la chaîne de production de la donnée, de l'extraction jusqu'à sa visualisation. Donc, le data engineer va être garant de collecter la donnée, de la transférer, de la stocker d'une manière optimale. Ensuite, on a la data science, la science de la donnée, qui consiste donc à faire des prédictions ou des classifications, de traiter la donnée en appliquant des modèles statistiques pour la mettre en lumière et pour comprendre ce qu'elle veut dire et pour l'augmenter. Et donc, ça inclut le machine learning et l'intelligence artificielle. Et finalement, on a la partie data analytics, donc l'analyse de données qui permet de tirer des conclusions stratégiques et opérationnelles à partir de ces données. Et donc, j'inclus la business intelligence dans la data analytics. On va voir rapidement ces 3 différents champs de compétences. Et finalement, on va en voir un 4e aussi, qui est le product ownership et notamment le data product ownership. Qu'est-ce qu'un data engineer? Qu'est-ce que le data engineering? Donc, on a dit que c'était l'ingénierie de data. On l'a vu précédemment, on a des données qui sont très hétérogènes, à la fois dans le type, on a des données quantitatives, qualitatives, temporelles, etc., qui peuvent être froides, chaudes, c'est-à-dire mises à jour régulièrement ou pas, réutilisées régulièrement ou pas. On a des données qui sont dans des formats très différents, structurées, semi-structurées, non structurées. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on peut avoir des données qui sont quantitatives, donc numériques. On peut avoir du texte, on peut avoir des images, on peut avoir du son, des données donc, qui peuvent prendre vraiment des formats très différents. Et il faut arriver à traiter ces données pour leur donner du sens. Donc, le data engineering se concentre sur l'élaboration et la structuration des flux de données afin de comprendre, de permettre une exploitation optimale. Donc, c'est la discipline qui vise à organiser, à structurer la donnée et à sélectionner les données de façon à permettre un traitement adéquat. Donc, finalement, ça permet de répondre à la question suivante: comment récupérer, comment stocker, comment nettoyer les données, comment les transformer, comment les protéger et aussi comment les gouverner. Ça, c'est le rôle des data engineers et du data engineering dans les structures. Ensuite, comme autre métier, on a la data science, la science des données. C'est la discipline qui consiste à extraire de la connaissance et des informations actionnables à partir des données brutes.
Les deux méthodologies les plus connues en data science, c'est la classification et la prédiction. La prédiction, on l'a vu précédemment, par exemple en météorologie. C'est finalement de la science de données d'effectuer des prédictions de certains indicateurs comme la température, l'hygrométrie, etc., à partir de données initiales et de modèles. Un autre élément important, c'est la classification. On l'a vu à gauche avec les voitures autonomes, avec les Tesla, qui vont donc appliquer des algorithmes, des réseaux de neurones en l'occurrence, qui vont permettre de détecter un certain nombre d'objets à partir des flux vidéo. Par exemple, les véhicules, les voitures autour. Donc ici, on voit les cases vertes. Chaque case verte est une voiture. Mais aussi d'autres éléments comme on voit une personne à gauche en orange et des panneaux de signalisation en jaune au fond et à droite. Et donc ça, c'est une classification puisque l'algorithme va classer les éléments dans différentes catégories, voitures, personnes, panneaux de signalisation, etc. Et le machine learning, donc l'apprentissage machine, est une sous-discipline de la data science. Et donc l'objectif, c'est de créer des algorithmes capables d'identifier des motifs, des patterns dans des données brutes pour déduire de nouvelles connaissances. Et donc on appelle ça des modèles et non pas des algorithmes. Rapidement, je voulais vous montrer ça. C'est la différence de paradigme entre la programmation classique et le machine learning. Donc dans la programmation informatique classique, on a l'ordinateur qui va avoir deux entrées, des entrées et des règles. Donc les entrées, ce sont des données, comme des valeurs initiales par exemple ou autres, et des règles qui vont permettre d'analyser ces entrées en vue de fournir une sortie à droite, issue d'un traitement. Le machine learning renverse un peu les choses, puisque l'ordinateur, on va lui fournir les entrées, comme dans le paradigme de la programmation, mais en plus, on va lui donner cette fois-ci des sorties. Donc, on lui donne à la fois les entrées et les sorties, c'est-à-dire qu'on lui donne quelque part la solution. Dans le cas des véhicules autonomes, on va avoir des humains qui vont labelliser les images, donc qui vont détecter où sont les voitures, où sont les humains, où sont les panneaux de signalisation, et on va donner ça comme variable d'entrée à l'ordinateur. Ensuite, il va appliquer des traitements dans l'objectif de déterminer des règles qui vont permettre ensuite de détecter, de classer ces différents objets sur la route à partir des images de façon autonome. Et donc, l'algorithme va pouvoir détecter ces formes tout seul. Aujourd'hui, construire un algorithme de machine learning est compliqué, mais l'utiliser n'est pas forcément très complexe et peut être assez rapide. Mais ce qui est important de voir, c'est que ça n'est pas possible de le faire sans tout le reste. C'est-à-dire sans le data engineering notamment, sans le traitement de la donnée. Si la donnée n'existe pas, si elle n'est pas collectée, si elle n'est pas nettoyée, enrichie, transformée par les data engineers, le data scientist ne va pas pouvoir construire de modèles utiles pour effectuer des prédictions ou des classifications. Ensuite, on a la data analytics. Donc, une donnée, on a dit tout à l'heure que c'était une information stockée et transmissible dans un système informatique, mais en fait, c'est aussi un élément brut. C'est-à-dire que c'est une description élémentaire qui n'a pas encore été interprétée, qui n'a pas été mise en contexte. Il y a cette statistique qui est assez éloquente, puisque plus de la moitié des C-levels, donc des personnes à la direction d'entreprise, n'utilisent pas les données parce qu'ils ne les comprennent pas. Donc finalement, ça, c'est un double constat. Ça signifie que ça amène deux actions. La première action, c'est de mettre en place des ressources humaines qui ont des compétences en data, qui sont spécialistes en data, puisque leur rôle du data engineer au data analytic est de faire en sorte que tous les autres collaborateurs puissent comprendre naturellement les données. Donc, c'est leur rôle aussi de faire de la pédagogie, de transformer les données pour qu'elles soient compréhensibles par tout le monde. Et la deuxième action, c'est de faire de l'acculturation data, puisque chacun, dans une entreprise, dans une organisation data-driven, doit avoir des connaissances basiques en données pour pouvoir les interpréter et prendre des décisions à partir de ces données-là. Donc, qu'est-ce que la data analytics? Le livrable de cette discipline, ce sont des tableaux de bord, des analyses, des rapports. Et donc, l'objectif, c'est de permettre à tous les collaborateurs de bien comprendre les données en vue d'une prise de décision. Et donc, c'est ce qu'on appelle la business intelligence. L'outil le plus populaire pour réaliser ça, c'est de la visualisation de données, donc des graphiques, des statistiques, etc., qui permet l'exploitation visuelle et la mise en contexte des données. Mais il ne faut pas se limiter à ça. Ce n'est pas uniquement ça, la visualisation de données. Ce n'est pas uniquement des graphiques et des cartes. En bas, j'ai mis un icône avec un soleil et des nuages de météo, puisque finalement, ça, c'est une visualisation de données. On a des indicateurs complexes initialement, comme par exemple le taux de couverture nuageuse, le taux d'humidité, l'hygrométrie, etc. Et à partir de ces données complexes,
les applications de météorologie vont faire de la visualisation en les vulgarisant grâce à une icône. Et donc ensuite, on a tous été finalement acculturés à cette data dans notre enfance, puisqu'on va interpréter cette donnée qui a été vulgarisée pour prendre des décisions qui vont impacter notre vie, par exemple prendre un parapluie, annuler les vacances ou autre. Donc ça, c'est un exemple tout simple, mais qui montre finalement toute la chaîne de traitement de la donnée. Et donc finalement, je voulais aborder ce dernier point, qui est le Product Ownership, et notamment le Data Product Ownership, puisqu'il a quelques spécificités. Donc d'abord, qu'est-ce que le Product Ownership, PO? La construction d'un produit data qui est utile nécessite de la coordination entre l'ensemble des acteurs. Les acteurs qu'on a vus précédemment, data engineers, data scientists, les collaborateurs métiers, etc. Et donc le Product Owner est quelque part le chef de projet en mode agile. Il est responsable du livrable final. Son rôle est de faire émerger le besoin, de faire l'interface avec les équipes techniques. Mais il faut savoir que conduire un projet data est différent d'autres projets numériques et il est nécessaire d'avoir certaines compétences data puisqu'un projet data doit être utile, utilisé et utilisable, sinon il est voué à l'échec. Lorsqu'on développe un produit data, il y a beaucoup plus d'incertitudes que d'autres produits et il y a une certaine technicité qui est différente d'autres projets numériques. Et donc, c'est pour ça que le Product Owner doit avoir un socle de compétences data, doit comprendre les enjeux et les architectures imposées par la data. Donc, il est important de le former à ça aussi. Finalement, rapidement, donc voici toute la chaîne de la donnée, de la production à l'exposition, en passant par la collecte, la transmission, le stockage, le traitement. Moi, je vois ça comme des tranches de fromage trouées. Donc, initialement, on a des données de pas forcément très bonne qualité, qui sont très volumineuses. Et le but du jeu, c'est de tirer profit de cette donnée, de la nettoyer et d'en retirer ce qui est important. Et donc, je vous ai mis ça pour vous montrer finalement toutes les compétences le long de cette chaîne, data engineer, data science, data ops, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer aujourd'hui, data vis, data analytics et business intelligence, et finalement, à la fin, tous les collaborateurs, puisque tous les collaborateurs d'une entreprise, y compris ceux qui ne sont pas spécialistes en data, doivent pouvoir prendre des décisions à partir de ces données. Donc, finalement, on peut retenir deux choses. Tirer profit des data nécessite des compétences diverses, on les voit au-dessus, mais bénéficier de tous les apports de la data nécessite une acculturation data de tous les collaborateurs d'une organisation. Je vous ai mis ici les métiers de la data. Je les ai mis dans les slides, mais je ne vais pas les répéter. Donc, c'est plus exhaustif que ce que j'ai dit précédemment. Finalement, j'aimerais vous présenter deux takeaways à retenir, très simples. Le premier, des milliards de données dorment dans les systèmes d'information des entreprises, tirons-en profit et ne pensons pas qu'aux produits data, qui était le premier pilier tout à l'heure, puisque l'analyse des données nécessite des compétences variées afin de traiter la donnée de bout en bout, du data engineering à la business intelligence, en passant par la data science et la data analytics. Et donc, il est nécessaire de former ces différentes personnes à ces différentes compétences. Et le deuxième takeaway, chaque collaborateur peut et doit prendre des décisions éclairées à partir de données, et ça n'est pas réservé aux génies, aux spécialistes de la donnée. Tous les collaborateurs doivent avoir accès à des indicateurs et des tableaux de bord afin de les aider à prendre des décisions dans leur travail quotidien. C'est le rôle des professionnels de la donnée de les rendre intelligibles et actionnables. Je vous remercie pour votre écoute aujourd'hui. Et donc, je vais rendre la main à Stéphanie pour vous parler des actus Octo. Et ensuite, je pense qu'on va passer aux questions. Merci beaucoup. Merci Guillaume.